Bonjour à tous, bienvenue dans les locaux de PBS Vidéo pour un nouveau webinaire en collaboration avec DPA qui sera présenté avec Antoine Renard, spécialiste des produits chez DPA. Il vous présentera les différentes gammes de micros, cravates et serre-têtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, nous y répondrons ultérieurement. De plus, pour les internautes qui restent jusqu'à la fin du webinaire, nous communiquerons le code promo des produits DPA. Très bonne présentation. Merci Emma. Merci à tous d'être là. Merci à PBS de m'accueillir. C'est vrai que c'est une occasion parfaite pour qu'on puisse échanger, que je puisse vous présenter un petit peu les solutions DPA qui parfois peuvent paraître un petit peu obscures. Donc là, c'est justement l'objet de ma venue, qu'on clarifie un petit peu tout ça, qu'on regarde toutes les solutions en termes de micro-cravates, de micro-serre-tête. J'ai amené quelques shotguns également, et aussi des gammes qu'on connaît un petit peu moins, notamment les pupitres et les micro-mains. Ma présentation va durer une trentaine de minutes. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de très long pour que ce soit digeste, et on pourra échanger sans problème à la fin. Si vous avez toutes les questions que vous avez, j'y répondrai avec plaisir. J'ai prévu pour commencer de vous passer une petite vidéo qui va pouvoir vous représenter un petit peu l'univers DPA, tant au niveau du broadcast que de la musique. Voilà, tous les univers qu'on couvre, comme ça on se met dans l'ambiance tous ensemble. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, DPA, on est un petit peu dans tous les domaines. Aujourd'hui, on va quand même se concentrer sur le broadcast et les solutions pour les tournages. Mais voilà, il faut savoir qu'on est très implanté dans le monde de la musique dans tous les secteurs où finalement il y a de la prise de son. On se situe quand même dans la partie très haut de gamme de la captation. Donc, c'est vraiment lorsqu'on cherche quelque chose d'assez pointu, facile à travailler, très intelligible. Un petit peu d'histoire, parce que c'est quand même important. Peut-être vous ne le savez pas, mais DPA, historiquement, finalement, c'est Bruel et KR qui a créé DPA en 1982. Bruel et KR étant une compagnie qui fabrique des micros de mesure. Donc, on est vraiment dans des micros qui vont être tout à fait naturels, retranscrire dans la manière la plus fidèle possible le son. Donc, c'était le créneau de Bruel et KR. Ça l'est toujours. Bruel et KR existent toujours aujourd'hui. En 1982 a été créé DPA, qui est finalement la branche entre guillemets grand public, plus du tout industrielle, mais grand public de la microphonie. Pour la petite histoire, il faut savoir que on est arrivé avec DPA dans la musique par la simple idée d'un ingénieur acousticien qui a mis un micro de mesure dans un philharmonique, dans un auditorium, et s'il s'est aperçu que la transparence du micro permettait de réaliser un enregistrement qui était l'exacte copie de ce qu'il entendait avec ses propres oreilles. C'est à partir de là qu'est venue l'idée de développer des micros pour tous les secteurs d'activité, tous les segments finalement. Donc DPA, comme je le disais, c'est plusieurs univers. Le tournage, premièrement, donc des micros shotgun pour des prises de son à distance, des micros miniatures qu'on va pouvoir cacher dans les vêtements et dans les décors. Une autre grosse partie, c'est le broadcast. On est très présent au broadcast. C'est des micros qu'on va trouver JT de 20h de France 2, donc on va trouver sur Top Chef, The Voice, Danse avec les stars, vraiment des émissions grand public. Pourquoi ils sont utilisés? Parce que ça permet aux gens de la télé et à ceux qui font la prise de son d'avoir un son quand même tout à fait intelligible et facile à travailler. C'est vraiment le credo.
Troisième segment, c'est le live. On vient de la musique classique, mais on s'est étendu à tous les autres styles musicaux. Donc là, par exemple, sur ma petite image, c'est Lars de Metallica qui a adopté les micros DPA. Mais voilà, énormément d'artistes utilisent aujourd'hui nos micros, autant sur les instruments de musique que en micro-voix et chant. Et pour finir, le corporate, donc l'installation avec des micro-pupitres. On va les trouver à l'Assemblée nationale, on va les trouver au Parlement européen, et même sur Mars, comme on a vu dans la petite vidéo, où il s'agit pour les connaisseurs de la cellule 4006 omnidirectionnelle qui est sur le rover de Mars avec son petit préampli. Je vais rentrer plus en détail maintenant sur les micros en eux-mêmes. On va aborder tout de suite les micros lavaliers, donc les micros emblématiques finalement DPA. C'est notamment le 4060. Micro miniature, il faut savoir que les micros miniatures, et d'ailleurs la totalité des micros sont fabriqués au Danemark, à la main. Tous les micros passent devant une vingtaine de tests afin qu'ils aient tous qu'ils rentrent tous dans le même gabarit, qu'ils aient la même sensibilité, qu'ils sonnent exactement pareil, c'est-à-dire qu'un micro acheté aujourd'hui va sonner exactement de la même manière qu'un micro acheté il y a 5 voire 10 ans. C'est vraiment le gage de qualité, c'est la persistance qu'on propose dans ces micros. Pour en revenir au micro, le 4060, micro quand même maintenant qui commence à être très connu, micro 5 mm, qui se présente comme ceci, 4 coloris différents, auxquels on vient adjoindre maintenant depuis environ 2-3 ans le 60-60, qui est un micro 3 mm. Donc il s'agit de 2 micros omnidirectionnels qui, grande sensibilité, on est à 20 millibars par pascal pour ceux qui parlent un peu technique, donc grande intelligibilité et grande définition du son. 4 couleurs disponibles, le blanc, le marron, le beige et le noir. On constate, voilà, sur le 60-60, une petite différence de teinte qui est liée au fait que les petits trous permettant au son de passer sont tellement minuscules que c'est finalement pas de la peinture qui est appliquée, c'est un traitement PVD qu'on appelle. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir exactement cette petite teinte. Vous remarquez que j'ai affiché 40-60 avec un petit slash 61 dans le sens où ces deux types de micros, le 40-60 et le 60-60, sont disponibles dans leur version atténuée. Pourquoi ? Pour permettre d'enregistrer des sons de plus fort niveau, pour pouvoir, toujours dans l'optique de proposer, toujours dans l'optique que l'ingénieur du son ait le moins de travail à faire, avec toujours un micro qui va être adapté en termes de sensibilité à la source qu'il capte. Pour ce qui est des micros directifs, le cardioïde, c'est assez simple, on n'en a qu'un seul, c'est le 40-80. Le 40-80 est finalement, dans sa conception, une petite cellule omnidirectionnelle à laquelle on va adjoindre un tube interférence. Il faut savoir que chez DPA, tous les micros directifs voient leur directivité fabriquée avec un tube à interférence. On ne va jamais avoir d'électronique pour resserrer une directivité. Et c'est vraiment important à prendre en compte parce que c'est ce qui justifie aussi le coût qui peut paraître un petit peu supérieur par rapport à ce qui est proposé pour d'autres solutions, parce que vraiment tout est fait grâce à la physique du son. Il n'y a aucun traitement numérique ou analogique avec des composants qui est fait derrière. En termes de connecteurs, les micros DPA de manière générale sont livrés avec le connecteur microdot, auquel je vais adjoindre et connecter justement un adaptateur pour le système HF que j'utilise, à savoir essentiellement le LEMO 3, le Mini XLR TA4F et le Mini Jack Vissable 3.5. Les trois adaptateurs que j'ai cités représentent 90% des HF du marché, mais il faut savoir qu'on va pouvoir couvrir 100% des HF du marché. On a une soixantaine d'adaptateurs au total. Si je veux utiliser un préampli classique, j'ai évidemment l'adaptateur XLR vers microdot qui est disponible. Voilà pour ce qui est des cellules miniatures, les deux Omni, 40-60, 60-60, et le cardio 40-80. Avec ça, on va avoir tout un panel d'accessoires. Alors, ça peut faire assez peur, il y a beaucoup d'accessoires disponibles chez DPA, mais il faut bien penser que chaque accessoire a été pensé pour des utilisations précises, toujours dans l'optique de faciliter la vie finalement du preneur de son. Donc des clips de différentes couleurs, des simples, des doubles si on cherche une redondance, des choses magnétiques. Si on regarde rapidement sur le mannequin que j'ai à côté de moi, voilà, on va trouver la pince qui va être dédiée au 40-60, qui va me permettre de mettre le micro dans 4 positions différentes. La pince du 60-60, une pince blanche qui va pouvoir tourner par pas de 45 degrés. Voilà, super pratique à utiliser.
Et la petite pince du 40-80 qui est finalement une pince montée sur rotule, qui va me permettre de la positionner exactement comme je veux. Il existe aussi des pinces simples ou doubles magnétiques, comme j'ai pu mettre ici. Pour des configurations de tournage, on nous pose souvent la question des accessoires pour pouvoir dissimuler des micros ou pouvoir les fixer de autre manière que le classique pince broadcast. On a fait le choix plutôt de laisser cette partie à des fabricants d'accessoires, Bubble Bee Industries, Idemic, Ursa Straps, qui font des choses vraiment super pratiques et super bien pensées. J'en ai avec moi quelques-unes. Il va y avoir des petites mousses pour mettre dans une chemise, dans une cravate, pouvoir vraiment désolidariser le micro avec son support. Des petites choses pour cacher sur la peau. On va vraiment pouvoir le dissimuler dans les vêtements. Toujours livré avec ces petits double faces. C'est vraiment très, très bien pensé. Pareil pour Bubble Bee Industries, on va pouvoir trouver des petites choses conçues spécialement, soit pour le 60-60, soit le 40-60. Donc, on va forcément trouver l'accessoire dont on a besoin pour la configuration qu'on cherche. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on laisse à ces trois marques et bien d'autres le soin de proposer des accessoires dédiés, parce que c'est vraiment un monde, l'accessoire. Donc voilà pour ce qui est des micro-cravates, Omni et cardioïdes. Je vais basculer rapidement sur les micro-serre-têtes qui soulèvent pas mal de questions. Peut-être si vous avez déjà jeté un petit coup d'œil au catalogue DPA, on peut s'apercevoir assez vite qu'il y a énormément de références de serre-têtes. On tend à une homogénéisation, à une simplification des serre-têtes. Aujourd'hui, je peux sereinement dire qu'il n'y a plus que 3 références qui existent. Peut-être certains d'entre vous connaissent les anciennes, les 40-66, 40-88, etc. Je vais vous montrer les avancées que ces serre-têtes apportent. J'ai avec moi dans ma main le 44-66, qui est le petit frère finalement du 40-66 qu'on connaît bien. On retrouve exactement la même cellule de 5 mm, simplement l'arceau a évolué et la gestion de la perchette. Je vais en revenir juste après. Sur le mannequin, on peut voir le penchant cardioïde, donc le 44-88 qui est mis ici avec sa bonnette, petit frère du 40-88 avec son arceau totalement rigide qu'on connaît bien. Le troisième, on retourne sur un omnidirectionnel avec le 60-66. On se souvient qu'on a toujours le même hardware dessus. La cellule change. Ici, on est sur une cellule de 3 mm. Le premier dont j'ai parlé, le 44-66, a une cellule de 5 mm. On retrouve finalement les tailles de cellules des micro-cravates. La grosse évolution, c'est dans le hardware, dans l'armature en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir une armature qui est totalement légère. On est sur 14 grammes pour ce qui est de l'armature, donc c'est vraiment, vraiment léger. On l'oublie instantanément dès qu'on le met. On est sur quelque chose de très souple, de pas fragile. On a souvent cette réflexion de micro assez fragile chez les PA. C'est pas du tout le cas. On est sur un métal gainé, à mémoire de forme. Ça veut dire que je vais pouvoir le manipuler sans problème. Je vais pouvoir satisfaire et le mettre sur des petits gabarits, des enfants ou des personnes vraiment menues, jusqu'au rugbyman. Donc, il n'y a aucun souci. On peut facilement tirer dessus et ajuster comme on veut. Petit détail, c'est la gestion du câble. Je vais avoir un passage de câble à 90 degrés que je vais pouvoir déplacer à droite ou à gauche si j'ai des considérations de caméra. La grosse avancée, elle se situe là. La grosse avancée, c'est sur le pivot qui est ici. Ceux qui ont déjà utilisé des serre-têtes ont déjà été confrontés à ce problème. Auparavant, on était obligé de tordre littéralement la perchette pour ajuster à la morphologie du porteur. Aujourd'hui, on va pouvoir se permettre de positionner la perchette en saisissant quasiment le micro sur sa cellule. Et le petit pivot qui est ici va me permettre de positionner en fait à la verticale le micro. Si je veux réduire ma dimension de perchette ou l'augmenter, ça dépend des gabarits avec lesquels je travaille, j'ai un petit clip ici que je viens désolidariser et là, je vais pouvoir resserrer ma perchette ou l'agrandir. Et je viens loquer à nouveau en remettant ma petite gouttière en fait. Je peux même déclipser cet élément-là pour switcher sur l'autre côté. Si pour des raisons de confort, je préfère que mon orateur ait la perchette de l'autre côté ou des considérations d'image aussi. En termes de connecteurs, on retombe sur les mêmes sujets que sur les micro-miniatures omnidirectionnelles avant. Le microdot auquel je viens mettre un adaptateur. Le Lemo 3 classique, le mini jack 3.5, etc., etc. À savoir qu'il est tout à fait possible de se procurer les micros directement câblés si je suis sûr de mon système HF et que je sais qu'il ne va pas bouger dans le temps, qu'il n'évoluera pas, je choisis directement le micro câblé en Lemo ou câblé en mini jack 3.5. Ça m'enlève un connecteur.
et j'ai mon câble qui est directement soudé en usine. Petit aparté sur l'entretien des micros, question qui revient souvent parce que il faut reconnaître que c'est des objets qui quand même ont un coût et on aime les conserver le plus longtemps possible. Aucun souci, deux parties pour le nettoyage. Les cellules en elles-mêmes, elles sont conçues de telle sorte à ce que je puisse les tremper directement dans l'eau, déminéraliser, c'est très important, afin que, faut pas que les minéraux viennent attaquer la membrane. De l'eau déminéralisée pose aucun souci, au contraire, valable pour les cellules Omni, qu'on trouve sur, par exemple, ce serre-tête-là, et même les cellules directives, comme j'ai évoqué tout à l'heure avec le 4080. Pour le nettoyage des câbles, on passe simplement le câble à l'huile de coco ou l'huile d'olive sur un petit chiffon, et je vais pouvoir comme ça enlever les résidus de gaffeur, les résidus de maquillage qui pourraient se trouver dessus. Vraiment pour vous expliquer en détail, j'ai prévu une petite vidéo que je souhaite vous passer qui va vous montrer comment laver les micros sans avoir peur de les abîmer. Je vais vous parler également des micro-shotguns. Dans le monde du tournage et du broadcast, on est quand même assez connu parce qu'on cherche toujours une prise de son optimale, surtout lorsqu'on perche, on veut de l'intelligibilité, on veut pouvoir capter à distance. Chez DPA, on va avoir deux grandes solutions qui se distinguent. On va commencer par le 4017, peut-être certains connaissent. Donc, il s'agit d'un micro de la gamme demi-pouce de chez DPA, c'est-à-dire on est sur une demi-pouce, je parle de la dimension de la cellule, 19 mm. Donc, on se situe plutôt dans la partie très haut de gamme de la captation audio. Micro supercardioïde, donc totalement linéaire sur toute la bande de fréquences. Donc, c'est vraiment un micro, comme je disais tout à l'heure, qui est soumis à énormément de tests pour que tout ce qui sort de l'usine soit complètement homogène en termes de son et de réponse. Sensibilité. Comme d'habitude, chez DPA, on va avoir ce système de modularité. De modularité, ça veut dire que je vais pouvoir systématiquement dissocier ma cellule de mon préampli. Ici, j'ai ma cellule supercardio 4017 Canon et j'avais mis le préampli MMP-B pour ce qui est de la partie des références, qui me permet d'appliquer un low-cut supplémentaire à 120 Hz et un high shelf pour aller chercher un petit peu plus d'aigus. On s'est aperçu avec le temps que les preneurs de son et les ingé-sons avaient tendance à faire leur modif de son plutôt en post-prod ou directement sur leur mixette, qui est de plus en plus finalement évolué. Pardon, c'est pour ça qu'on a proposé le préampli compact, le MMP-C, qui me permet d'avoir un micro plus léger, plus court, sans aucun filtre, donc sans aucune source potentielle de problèmes de bagues, de connecteurs, etc. Donc un micro plus léger qui va s'intégrer sans problème sur des lyres qu'on va utiliser avec, moi j'ai amené aujourd'hui le système Ripot, où je vais pouvoir directement mettre mon micro, à savoir qu'on a prévu sur ce micro une petite encoche qui va me permettre d'éviter d'obstruer le son, avec un petit espace supplémentaire pour pouvoir positionner la lyre de façon à ce qu'elle n'obstrue pas le son qui entre dans le micro.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des micros très pointus. Il faut savoir que ce qui est difficile à fabriquer dans un micro, c'est la réponse hors axe. Tous les fabricants font des super micros avec une réponse quand même assez linéaire dans l'axe. Ce qui est très difficile à faire, c'est le tube interférence. Parce que lorsque je vais avoir des sons incidents à 90 et même pire que ça, il est possible parfois qu'on ait des choses bizarres lorsqu'on va les mixer avec nos micros directement sur les personnes qu'on interviewe ou en config de tournage. Où il faut reconnaître qu'on est assez fort, c'est que le hors-axe est totalement homogène sur sa bande de fréquence. Ça veut dire que le son va être simplement atténué, mais de manière totalement homogène des graves aux aigus. Ça veut dire que le son va être juste baissé, pas de filtrage en peigne, pas de détimbrage, par exemple pas de low cut ou de high cut. Et c'est ça qui est difficile à fabriquer dans un micro directif. C'est ce qui justifie aussi la qualité de fabrication et les coûts qu'on peut proposer, c'est évident. Donc ça, c'est le 4017, micro qui est très, très utilisé par son côté naturel chez les preneurs de son et ça, la définition qu'il apporte, sans souci. Le petit frère, c'est le 4097. Le 4097, c'est un micro supercardioïde également, mini shotgun. Ça veut dire que c'est un micro qui va être utilisable dans les mêmes configurations que le 4017. Simplement, on ne va pas pouvoir se permettre de pointer aussi loin qu'avec le 4017. Par contre, il a le grand avantage d'être très léger et de pouvoir être utilisé au bout d'une perche, configuration ENG, interview, interviewé, intervieweur, ou même lorsqu'on a relativement des champs proches en config de tournage. Comme d'habitude chez DPA, on retrouve un tube à interférence. L'avantage de ce micro, c'est qu'il a un connecteur microdot. Donc, comme d'habitude, je vais pouvoir directement mettre mon adaptateur HF. Et parce qu'il est de très petite dimension, ce micro, je vais même pouvoir me permettre de visser directement le HF sur le micro en lui-même et de pouvoir le cacher dans les pare-soleils de voiture, dans les pots de fleurs, lorsque j'ai une scène en extérieur, du plant mic finalement, pouvoir le mettre directement avec son émetteur HF. Donc, je m'affranchis totalement des câbles et des choses qui pourraient me poser des soucis. C'est clé en main. Je fais un petit saut rapide dans les gammes DPA, demi-pouce. Donc là, on est vraiment dans les cellules typiques, emblématiques DPA microphone, et notamment son concept de modularité. Vous voyez en filigrane toutes les directivités des cellules. On aperçoit la 4006, qui est vraiment la cellule emblématique, celle qui est sur Mars d'ailleurs, omnidirectionnelle. On resserre petit à petit les directivités avec le 4015, cardioïde large, le 4011, cardioïde, 4018, super cardio. Le 4018, il ressemble à ça. Ça, c'est typiquement des cellules qui vont pouvoir vous être utiles dans votre activité. Et comme d'habitude, c'est une cellule super cardio. Donc, on s'attend à une captation à moins grande distance que le 4017, évidemment. Par contre, je peux mettre mon préampli compact et j'ai un micro minuscule qui me permet d'accéder au niveau de captation d'une cellule demi-pouce DPA, super cardio. Si je veux aller encore plus loin, en termes de préampli, je vais avoir les préamplis sur câble actif. Préampli sur câble actif, c'est un préampli qui se présente comme ceci, en fait. Ça veut dire qu'il va être dissocié entre l'élément juste derrière la cellule et l'élément au niveau du connecteur. Ce qui signifie que je peux tout à fait considérer une captation plant mic dans ma scène ou suspendue au plafond sans problème, avec quelque chose qui est vraiment minuscule. Ici, j'ai ma sortie dans l'axe, mais j'ai la sortie sur le côté qui existe aussi. Côté connecteur, là, j'ai choisi le câble actif avec un connecteur microdot. Le gros avantage du connecteur microdot, encore une fois, c'est que je peux le mettre sur un système HF. Donc là, il faut bien se rendre compte que je vais pouvoir utiliser une cellule demi-pouce DPA top qualité sur un système HF. Évidemment, en termes de consommation, on va tirer un petit peu plus sur le HF. Par contre, j'ai une captation avec une cellule demi-pouce de la marque. Mais si je veux rentrer dans un préampli classique ou dans mon Sound Device ou n'importe quel enregistreur, je mets mon adaptateur XLR. D'ailleurs, la version directement câblée avec l'adaptateur XLR existe, sans problème. Je voulais aborder aussi rapidement les micro-pupitres, une gamme qui est un petit peu moins connue chez DPA Microphone, mais sur lesquels on investit beaucoup d'efforts parce qu'ils permettent vraiment d'accéder à des
à des niveaux de captation quand même assez utiles aujourd'hui parce que de plus en plus d'entreprises et d'événements corporate cherchent de la captation plus pointue avec une intelligibilité qui est parfois pas au top. On a essayé de fabriquer des micros qui quand même permettent de répondre à ça. On les a aperçus tout à l'heure lors de mes premières vignettes à l'Assemblée nationale, avec notamment le micro-pupitre qui embarque une cellule demi-pouce. C'est typiquement la cellule qui est ici, une 4018 supercardioïde. Mais au lieu d'avoir un câble actif comme j'ai ici, il s'agit d'une perche active qui est disponible en 5 dimensions. On commence à 1,20 m, on passe par 40 et 30 cm pour des configurations pupitres classiques, et même 15 cm si je souhaite vraiment une miniaturisation du col de cygne. J'ai le petit frère, le 40-98, qui est finalement son penchant cellule miniature. Donc, il faut considérer une cellule de 5 mm avec une petite bonnette, ce qui me permet d'avoir un micro plus léger, plus discret en termes de design. Côté connecteur, au choix, soit directement le connecteur XLR, ce qui permet de le plugger dans des bases d'autres fabricants, nativement, sans aucun souci, soit le connecteur microdot, ce qui me permet de pouvoir le relier à des systèmes HF. Donc, tu peux pouvoir considérer un pupitre mobile, en fait, avec directement mon émetteur HF caché à l'intérieur. Jamais de mon pupitre, je fais ma captation, j'enlève mon pupitre, je n'ai jamais eu de câble. Donc ça, c'est vraiment le grand avantage de ces micros. Disponible en blanc également, chose assez rare. C'est vrai que nous, le 40-98 est disponible en blanc dans sa dimension 15, 30 et 45 cm. Donc, si on a des coloris à respecter ou une ligne directrice, ça permet de s'adapter. Et en ce qui concerne les bases, 3 bases disponibles, une base encastrable avec son adaptateur et une base apposée dans laquelle je viens visser mon col de cygne en microdot. Pour terminer, je voulais juste vous montrer rapidement les micros-mains. Les micros DPA main, on les retrouve énormément dans le domaine du live et des concerts, évidemment, mais ils sont quand même assez utilisés dans les micros de capta d'interview, par exemple. À savoir qu'on va proposer 2 gammes différentes, le de facto et le 20-28. En termes de performance, on est sur 2 micros supercardioïdes. Le de facto va avoir cette particularité d'être modulaire, encore une fois. Je vais pouvoir dissocier ma cellule comme on l'aperçoit sur l'image. Le gros intérêt, c'est que je vais pouvoir la dissocier pour la mettre sur une bague HF, par exemple. Parce que les micros DPA, on peut soit les avoir directement en XLR, soit sous forme de tête HF, utilisable avec les manches HF de tous les fabricants qui en proposent, que ce soit Visicom, Sennheiser, Shure. On va venir enlever la tête initiale et la remplacer par une tête DPA. Donc, soit une tête de facto, soit une tête 20-28. La différence, c'est la compatibilité. Le de facto va permettre d'être compatible avec 4 grands types de HF. Contrairement au 20-28, on va se limiter à 2 HF. Aussi, en termes de tarifs, on va avoir 2 gammes de tarifs différentes entre le de facto et le 28, qui s'explique finalement par la modularité qu'offre le de facto et l'étendue des HF sur lequel il se monte, et le 20-28, qui est plus abordable en termes de tarifs parce qu'il n'est pas modulaire. Je ne vais pas pouvoir démonter ma cellule et je vais simplement, par contre, pouvoir le mettre sur les Sennheiser série en gros 6000 et les Shure électrosoniques et Sony. Voilà, pour moi, j'ai essayé de faire assez condensé. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être des questions qui sont arrivées ou des choses. Donc, on va prendre le temps d'y répondre calmement. En tout cas, voici mes coordonnées. Si plus tard, vous souhaitez me contacter, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. Alors, juste avant de passer aux questions, je souhaitais vous informer que nous avons un code promotionnel de moins 10% sur tous les produits DPA exclusivement en vente sur notre site pbs-video.com. Donc, vous avez jusqu'au 12 février pour pouvoir avoir l'offre. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Nous avons une question de Cyril Sanchez. Le jack 3.5 est compatible Sennheiser ou Sony? Sans problème. Sennheiser vissable sans aucun souci. Sony, pour moi, aucun souci. Il est possible que certains HF Sony aient des caractéristiques d'impédance et de tension assez précises. Soit vous me posez la question directement si vous avez le modèle. Sinon, sur le site DPA, vous pouvez choisir votre HF
Et finalement, le site va vous proposer l'adaptateur qui va bien, dans le sens où certains adaptateurs embarquent finalement une résistance ou un condensateur pour adapter sa tension. Je pense d'ailleurs au HF faible tension, je crois les Axcom font ça, qui ne donne pas 5 volts mais 2 volts. Et du coup, ça nécessite un adaptateur un peu spécial. Certains HF aussi. Mais pour moi, sur les Sennheiser et Sony, sans aucun souci, Jack 3.5 vissable. Ok, nous avons aussi une question de Olivier Pichard. J'aimerais acheter un couple de 4011. Existe-t-il un couple appairé? Par ailleurs, il est indiqué sur votre site que le préampli a une influence sur le rendu sonore. Quelle sera la meilleure qualité sonore entre un préampli MMPA, MMPC ou MMPER? Merci. Alors, super question. Donc, oui, le 4011A est disponible en couple appairé. Donc, ça veut dire que la tolérance est infime entre les deux micros, hein. Ça veut dire qu'on est de l'ordre du demi-dB en termes d'appairage. Donc, c'est sensiblement les mêmes micros. Ils sont vraiment sélectionnés. Pour ce qui est des différences de qualité sur le préampli, alors il faut savoir qu'on se situe vraiment dans les hautes sphères, hein, la différence est infime. Cependant, elle existe, c'est vrai. On aura la meilleure qualité de captation avec le A, le MMPA, donc le plus long. C'est un préampli qui fait une dizaine de centimètres. Pourquoi? Parce que l'électronique embarquée est plus importante, donc il y a un meilleur respect du signal et essentiellement, ça se passe au niveau des transitoires, en fait. De plus, le MMPA, il a un petit pad de 20 dB activable directement dans le connecteur. C'est-à-dire que à côté de mon connecteur XLR, j'ai un petit bouton rouge, pad activable de 20 dB. Le préampli C et ER, donc ER, c'est typiquement celui-ci, hein, c'est le câble actif. Et le web préampli C, c'est le compact. On n'embarque évidemment pas autant d'électronique. Alors attention, la captation reste quand même au top. Elle ne sera pas audible lorsqu'on sort du domaine de la musique classique où vraiment on cherche, musique classique et autres domaines évidemment, mais lorsqu'on cherche vraiment de la qualité en termes de transitoire et du respect du naturel des sources, ça marche très très bien avec des préamplis compacts, hein. On va plus considérer des problèmes de taille, on veut quelque chose de plus discret, de discrétion. Lorsqu'on choisit un MMPA, c'est que vraiment il n'y a aucun souci d'image et qu'on veut aller avoir le top en termes de capta. Mais il y a une différence, c'est vrai. Autre question, quel micro recommanderiez-vous pour la prise du son d'un orgue dans un environnement à forte réverbération? Dans une église peut-être? Alors, il est indiqué que c'est pour un son, pour un orgue. De but en blanc, je partirais sur du 4011, donc un couple AB, couple XY en 4011, ça veut dire avec les micros directifs, ou couple AB avec des omnis. Évidemment, on est je pense que c'est dans une église, donc environnement extrêmement réverbérant. Le positionnement du micro va être crucial. Par contre, pour le coup, moi, je partirais sur de l'omni. Ouais, et là, il faut écouter ses oreilles et se placer au meilleur endroit pour avoir le bon ratio, le bon rapport son diffus, son direct, pour ne pas être baigné dans la réverb, mais quand même avoir du champ direct et créer le meilleur compromis. C'est toute la science du placement des micros. Moi, plutôt de l'omni, en y réfléchissant, plutôt un couple d'omni. Très bien. Écoutez, on a fait le tour des questions. Merci d'avoir suivi ce webinaire en collaboration avec DPA. Merci à Antoine. Concernant la promotion DPA, comme je vous l'ai dit, regardez bien sur le site pbs-video.com et vous avez jusqu'au 12 février pour ce faire. Merci, au revoir, à bientôt. Merci à tous.